Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur votre émission préférée, Les acquis de la gouvernance. Aujourd'hui, nous ouvrons le débat sur un projet qui redessine déjà les perspectives économiques de la Guinée. Il s'agit du Transguinéen, une infrastructure majeure en lien direct avec l'exploitation du gisement de fer de Simandou qui se veut à la fois un levier industriel, logistique et à terme un outil au service du développement de notre pays, la Guinée. Mais au-delà des annonces, où en sommes-nous concrètement? Le Transguinéen est-il simplement un corridor minier ou le début d'une transformation plus profonde du pays? Quelles retombées réelles pour les Guinéens en termes d'emploi, de mobilité et de développement local? Et surtout, quelles garanties pour que ce projet profite durablement à l'ensemble du territoire national? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec notre invité Mamoudou Nanyalem Bari, président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, est avec nous donc sur ce plateau. Monsieur Bari, bonsoir. Bonsoir. Alpha Omar Diallo, bonsoir. Bonsoir, Bakar Kondé. Alors, Monsieur Bari, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen. Alors, le Transguinéen et Simandou, est-ce le même projet ou bien c'est des composantes totalement différentes? Dites-nous quelque chose là-dessus, Monsieur le président du conseil d'administration. Merci beaucoup pour cette opportunité. Le Transguinéen, c'est le cœur du projet Simandou. Simandou, ce sont des minerais que nous avons dans la partie sud du pays et dont l'exploitation n'a pas été possible en raison de la difficulté de mettre en place des moyens logistiques pour se connecter au marché mondial. Donc, depuis le lendemain de l'indépendance de la Guinée, on a rêvé de ces moyens logistiques-là qui va non seulement permettre de drainer les ressources du Simandou, mais aussi désenclaver le sud de la Guinée pour que les produits agricoles, les populations et les autres produits de cette zone puissent accéder facilement au marché de consommation à Conakry dans les autres parties du pays. Et 3 à 4 décennies après, et grâce à l'avènement du président Mamadi Doumbouya, notre pays a finalement pu mobiliser les ressources techniques, les ressources financières énormes et surtout puis mettre en place un système de suivi pour réaliser ces infrastructures qui sont aujourd'hui les plus importantes réalisées dans le monde ces dernières années et qui, avec les investissements dans les mines, constituent les plus grands investissements jamais réalisés dans le secteur minier au monde, dans l'histoire. Donc, le Transguinéen, c'est la partie infrastructure du projet Simandou, mais c'est l'essentiel aussi de l'investissement de Simandou, parce que c'est environ les 75% des investissements réalisés dans le projet Simandou. Aux côtés du Transguinéen et du port de Moribaya, qui les deux appartiennent à la CTG, il y a aussi les deux mines, une à Kerouani, l'autre à Beila, et l'acierie ou l'usine de pellets que nous allons construire, dont les études sont en cours aujourd'hui. Oui, Alpha Omar. Au-delà de tout cela, du port, comme l'avait dit, chemin de fer, quelles autres infrastructures ont été réalisées? Et dans ce processus, peut-on dire que le Transguinéen est irréversible? D'abord, les deux mines constituent des investissements de 2,5 à 3 milliards de dollars chacune, et au moins. Ensuite, il y a les rails, 650 km de rails à deux voies, ce qui veut dire environ 1300 km de rails qui sont complètement posés. Depuis mi-2025, on a fini de poser les rails. Et depuis mi-2025, il y a déjà les trains qui circulaient sur ces rails-là. Et donc, on était en train de faire les premiers essais jusqu'en novembre 2025 où on a fait le lancement officiel. En plus de ces 650 km de rails qui ont été construits sur plusieurs ponts avec plusieurs tunnels, dont un tunnel de 12 km, qui est un tunnel ferroviaire de 12 km, avec deux voies à l'intérieur des chemins de fer, qui est l'un des plus longs tunnels dans la région. Et on a fait aussi le pont. Plusieurs ponts, il y a des dizaines de ponts qui ont été faits. Et si vous voyez les images du projet Simandou, il y a de longs ponts qu'on a posés
Donc, ces infrastructures sont là, elles appartiennent à la Guinée pour toujours. Et c'est construit pour des siècles, pas seulement pour la génération actuelle, c'est pour les générations futures aussi. En plus de ces infrastructures ferroviaires, il y a le port de Moribaya, qui est aujourd'hui construit, qui est fonctionnel depuis très longtemps, qui a non seulement des quais minéraliers, mais aussi un quai conventionnel, donc un quai commercial qui peut prendre des produits non miniers. Ce port de Moribaya a la capacité de plus de 120 millions de tonnes à l'export. 120 millions de tonnes, c'est énorme en termes de capacité. Et quelqu'un me parlait du port de Conakry. J'ai dit, mais on va prendre le port de Conakry, on va classer dans d'autres ports. Donc, c'est un port extrêmement grand, aujourd'hui, qui existe aussi. Donc, en plus des mines, il y a les rails, il y a les ports, il y a aussi l'acierie ou l'usine de pellets qui est en train d'être étudiée pour la construction future. Donc, le projet Simandou, c'est là, on a fini la phase de construction. Nous sommes aujourd'hui à la phase d'opérationnalisation. Donc, on est un peu en transition entre clôturer les constructions, commencer l'exploitation. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont été recrutées pour l'exploitation. Il y a déjà plusieurs millions de tonnes de minerais qui sont déjà exportés. Et les trains sifflent aujourd'hui 24 heures sur 24 sur la ligne. Donc, nous sommes vraiment à une nouvelle étape. La construction est derrière nous maintenant. Vous dites tout à l'heure, monsieur le président du conseil d'administration, que le Transguinéen, c'est le cœur du projet. Alors que depuis belle lurette, on entend le projet Simandou. Comment cette nouvelle création a pu s'inviter dans le projet et être le cœur, en être le noyau? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, monsieur le président du conseil d'administration? Les mines de Simandou sont localisées dans les montagnes, dans des montagnes de plus de 110 km de distance, dans le sud de la Guinée. Donc, les montagnes, c'est 110 km. Entre Beila et Kerouan. Oui, bien sûr. Donc, sur ces montagnes-là, il y a aujourd'hui des sociétés qui ont les mines, qui exploitent des parties. Différents blocs. Des différents blocs. Ouais. Une société australienne britannique, une société sino-singapourienne, toutes les deux sociétés avec pour actionnaire l'État guinéen. Ouais. Et avant l'avènement du CNRD, il faut le rappeler, les permis d'exploitation ont été déjà donnés à ces deux sociétés. Et différemment. Différemment. La première société a eu son permis depuis la fin des années 90, donc à l'époque du président Lansana Conté. Oui. L'autre société à la fin des années 2020, 2018, je crois 19-20, sous le professeur président Alpha Condé. Oui. Et donc, chacun développait son projet de son côté. Séparément. Séparément. Chacun voulait faire sa ligne pour venir faire son petit port. Chacun se débrouillait de son côté. Sauf que à l'avènement du CNRD, le président de la République, son excellent Mamadi Doumbouya, leur a dit qu'on ne peut pas accepter que dans notre pays, des projets se développent de la sorte et aient des impacts environnementaux énormes sur notre pays et aient des coûts financiers énormes sur notre pays. Parce qu'il faut rappeler, quand les coûts d'un projet sont élevés, ça veut dire que les bénéfices attendus seront bas. Ouais. Et quand c'est bas, les recettes de l'État seront plus faibles. Ouais. Donc, pour nous, laisser ces projets-là se développer comme ça n'avait pas assez de retombées financières pour l'État guinéen et avait des coûts environnementaux élevés pour la population guinéenne. On leur a dit non. La Guinée a toujours rêvé du transguinéen. On n'aura pas des petites lignes qui ne se parlent pas dans notre pays. On se met tous ensemble avec l'État. On développe une grande ligne qui va servir non seulement les mines, mais aussi les populations et qu'on va appeler le transguinéen. Et là, l'idée est venue maintenant de créer une compagnie de transguinéens au niveau de laquelle l'État est présent dans toutes les étapes de décision. Donc aujourd'hui, si vous m'avez ici sur cette table-là, c'est parce que le chef de l'État l'a exigé et les partenaires l'ont compris. Sinon, il y a d'autres chemins de fer ici qui appartiennent, qui sont exploités par les mines. Ouais. Vous ne connaissez même pas les noms. Vous ne connaissez même pas les noms de ces lignes-là. Ouais. Il y a des lignes aujourd'hui qui sont dans le pays, bon, moins importantes, mais l'État guinéen n'a pas de rôle majeur dans leur exploitation. Ici, là, non seulement le PCA est guinéen, le DGA est guinéen, et il y a des accords sur le contenu local qui imposent que le Guinéen soit servi à travers ces projets, soit à travers sa tête ou à travers sa poche. Donc, le transfert de technologie
ou les emplois pour les salaires, ou les contrats pour les entreprises guinéennes. C'est une plus-value. Tout ce qui est plus-value pour la Guinée. Ouais. Donc, ça, cela a fait que quand on a développé maintenant, les coûts ont baissé, l'État aussi est entré dans l'actionnariat. Parce qu'initialement, l'État n'était pas dans l'actionnariat de la compagnie du Transguinéen quand le CNRD est arrivé. Donc aujourd'hui, sincèrement, c'est la vision et surtout le pragmatisme du chef de l'État qui nous ont permis de ramener les acteurs ensemble. On parle souvent de mariage forcé, parce que ce sont des compagnies de cultures complètement différentes. Mais nous l'avons dit. Dans le cadre guinéen, et pour le projet, on a réussi à les unir, à les mettre ensemble, à aller vers une mutualisation pour faire libérer une marge importante d'intérêt. Cela a permis de dérisquer le projet, parce que quand le coût d'exécution est bas, souvent on a peur si le prix du fer baisse sur le marché mondial, est-ce que ça sera rentable? Mais quand le coût a beaucoup baissé, même si le prix du fer fait des fluctuations, le projet reste rentable. Ça a encouragé les investisseurs financiers à mettre de l'argent dans ces projets-là. Aussi, le coût environnemental, en plus d'éviter qu'on pénètre, qu'on traverse nos forêts 2 fois, l'État a exigé que la seule fois qu'on va faire ça aussi, ça sera fait selon les exigences en matière environnementale et sociale du groupe de la Banque mondiale, à travers la société financière. Toutes les normes environnementales ont été respectées. Les normes surtout des IFC, du groupe de la Banque mondiale. D'abord, il faut mettre des normes élevées. Sinon, tu peux mettre des normes très basses et qui sont très faciles à atteindre. Mais on est allé à des normes extrêmement élevées. Avec une agression accrue de l'environnement. Une agression maintenant optimisée de l'environnement et surtout une compensation des impacts. Ça a été exigé, c'est ce qu'on a signé dans les conventions et ce sont des informations dans tous les cas qui sont publiques. Donc la CTG, oui, c'est un rêve de la Guinée du lendemain de l'indépendance qui a été ressuscité par l'avènement du CNRD et qui est aujourd'hui une réalité. Oui, allez-y. Les ports existent, ce sont des infrastructures modernes. Les chemins de fer, les rails existent pour le transport des passagers et des marchandises, mais pas les gares pour le moment. Pourquoi ce décalage, monsieur le PCA? Oui, comme je le disais, à l'avènement du CNRD, c'était des projets qui ne se parlaient pas, on les a mis ensemble. Et donc, chacun avait son plan sans les gares. Donc, quand on leur a dit, ben, venez ensemble, on va faire ça, ils ont dit oui, on avait le plan de faire l'infrastructure, mais ce n'était pas prévu pour les personnes, pour les biens. Donc, comment on fait? L'État a dit non, il faut forcément que les Guinéens puissent utiliser ces lignes-là pour transporter les produits non miniers, mais surtout pour transporter les populations. Parce que transporter les populations à travers les tunnels est extrêmement difficile. Donc, avec cette exigence, j'avais 2 choses à faire. D'abord, adapter les études aux personnes. Ensuite, construire les gares. Donc, adapter les études aux personnes et faire la réalisation était extrêmement cher. Parce qu'un tunnel, pour que les personnes puissent passer en bas, il faut de la lumière, il faut de l'air. Donc, un tunnel de 12 km, à un moment, les coûts étaient tellement élevés que certains ont suggéré qu'on va faire en sorte que quand le train arrive à l'entrée du tunnel, il va débarquer les passagers qui vont prendre le bus. Après, de l'autre côté du tunnel, ils vont remonter dans le train, tellement que c'était coûteux. Mais l'État a dit non. Ça, là, nous faisons ça pour nos enfants. Les petits-enfants. Nos petits-enfants. Il faut que ça se fasse comme on le veut. Et vraiment, ça a pris même un peu plus d'efforts, un peu plus de temps pour le faire, mais grâce à Dieu et les efforts, ça a été fait. Et il y a aussi des wagons qui ont été commandés pour les personnes. Il y a même les wagons VVIP qui sont déjà livrés, dans lesquels déjà certains employés voyagent aujourd'hui. Maintenant, avec suffisamment de commodités. Oui. Quand j'ai dit VVIP, ça en dit long. C'est vraiment VVIP. D'accord. C'est pas le VIP, c'est du vrai VVIP. Donc, ce qui a été livré, aujourd'hui, les personnes voyagent dedans. Maintenant, on est en train de définir avec tous les départements sectoriels l'emplacement, les bons emplacements de ces gares-là. Parce qu'il y a le ministère de l'Habitat qui ambitionne créer de nouvelles villes. Il y a le ministère de l'Agriculture qui ambitionne, dans le cadre de Simandou 2040, et mettre en place des agropoles. Il y a le ministère de l'Industrie qui veut créer des zones industrielles. Il faut que tous ces ministères-là se mettent ensemble pour qu'on définisse ensemble les bons endroits pour implanter ces gares-là. Donc, c'est ces discussions-là aussi qui font que, sinon, ceux qui ont construit
C'est 650 km. Quand tu vas à Moribaya, tous les bâtiments, les centaines de bâtiments pour les habitations, la construction d'une dizaine de gares, ça va très vite. Mais quand même, ce sont des gares stratégiques qui doivent être construites et donc qui demandent un dialogue transversal Beaucoup de concertation. Et vraiment aussi, on a finalisé ces dialogues-là. Il y a au moins une gare qui est prévue par préfecture. Il y a au moins 10 préfectures qui sont traversées par le corridor et chaque préfecture aura une gare au moins. Alors, on va s'intéresser à l'impact économique et social du projet sur les populations riveraines. À quoi elles peuvent s'attendre, ces populations, Monsieur le Président du Conseil d'administration? Le projet, d'abord, pendant sa phase de construction, a créé d'énormes opportunités dans les zones traversées. Beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois. Et à un moment, nous étions à 55 000 emplois créés par le projet Simandou. 55 000 emplois simultanés. 55 000. Et ça, c'est pendant la période de construction. Aujourd'hui, on est quand même à plus de 40 000 emplois aujourd'hui sur le projet. Donc, la plupart de ces emplois sont des emplois localisés donc dans les zones. Et il y a... Donc, des emplois fixes dans les zones. D'accord. Donc, il y a certains emplois, sincèrement, on leur demande de faire beaucoup d'efforts, d'employer le maximum dans les zones quand les compétences s'y trouvent. Ça, c'est les premières retombées. Les deuxièmes retombées, ce sont les opportunités de marché. Et de par le code, la loi sur le contenu local et les accords qu'on a signés, il y a une partie des marchés qui doit être donnée aux locaux. Donc, dans ces zones-là, aujourd'hui, avec ces milliers de populations qui sont là, les restaurants fleurissent beaucoup plus, le transport, le logement. Beaucoup d'autres activités. Toutes les activités annexes se développent dans les zones. Et à cela s'ajoutent les bases vie qu'on a construites dans certaines zones. Et aussi, une chose importante, et tous ceux qui ont été affectés par le projet ont aussi reçu des compensations importantes. Et ça, pour ceux qui investissent bien ces compensations-là, c'est des choses qui impactent durablement la vie de ces acteurs. Un bon départ pour leurs prochaines activités, c'est ça? Oui, un bon départ. Pour ceux qui font des investissements optimisés, c'est généralement de très bons impacts. Et maintenant, au-delà de ça, pendant l'exploitation aujourd'hui, ils ont accès à ces infrastructures-là. Quand l'exploitation va commencer, ces paysans vont avoir directement accès au marché à Touka de Conakry, parce que le corridor vient actuellement jusqu'à Fouré-Caria, contrairement à avant où les routes étaient de mauvaise qualité. Bon, vous le savez, avant l'avènement du CNRD, qu'il fallait 5 à 6 heures pour arriver à Kindia. Ça peut ressembler aujourd'hui banal, mais c'était un calvaire pour faire ça il n'y a pas longtemps. Dernière question, une expression a retenu mon attention la dernière fois. Vous avez parlé de la guinéisation du projet. Qu'est-ce que cela implique concrètement? Est-ce que c'est la place des entreprises dans la CTG, les cadres? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, la guinéisation, comme le mot l'indique, c'est rendre la CTG une entreprise à substance guinéenne à partir de 3 ans d'activité. Parce que quand on faisait les négociations, nos exigences en termes de contenu local, en termes de tout ce qui est guinéen, étaient si élevées qu'on a emprunté ces termes beaucoup plus utilisés dans l'économie maritime qui est guinéiser la chose. Et les partenaires, on est tous tombés d'accord qu'il faut guinéiser l'entité. Maintenant, on s'est dit qu'on va le faire graduellement. Donc, on dit on va prendre 3 ans pour arriver à une guinéisation complète de l'entité. La guinéisation veut dire quoi? Les emplois aux Guinéens. Aujourd'hui, au niveau de la CTG, il y a quelques emplois qui sont réservés aux différents actionnaires. Par exemple, le DG, le DGA, il y a ces choses-là. Et même ces emplois réservés aux actionnaires, les Guinéens sont les plus nombreux. Parce que même certains actionnaires étrangers ont désigné des Guinéens. Ça, c'est la première chose. Les emplois de recrutement, aujourd'hui, les postes les plus élevés de la CTG, soit ils sont occupés par des Guinéens, ou on a recruté des adjoints guinéens pour que la transition puisse se faire vers ces Guinéens. En douceur. Il n'y a aucun poste, je dis, tous les postes élevés de la CTG, soit le DG, parce que c'est les postes les plus élevés, c'est les postes de GM, qu'on dit les postes de DG, soit le DG est guinéen ou son adjoint est guinéen. Tous les postes de la CTG, parce qu'on a un plan de transition clair pour aller vers la guinéisation.
C'est la même chose aussi au niveau des contrats. Les contrats qu'on a passés au niveau du CA, la moitié des entreprises contractantes sont les entreprises guinéennes. Et la part de ces entreprises-là aussi, à partir de 3 ans, va augmenter dans les activités de la CTG. Donc, c'est vraiment ça la vision du président de la République. Il faut que le Guinéen sente ce projet-là. Il faut que ce projet-là se guinéise parce que, il faut le rappeler, les infrastructures de la CTG appartiendront à 100% à la Guinée après une première phase d'exploitation de 30 ans. Les rails là, c'est pour 100 ans. C'est aujourd'hui qu'on les partage avec les partenaires. Après ces délais-là, ce sont des infrastructures et les ports et les rails. Comme on l'a vu avec la CBG. Exactement, qui appartiendront exclusivement à la Guinée. Et avec la CBG, vous voyez quand même, en termes de chiffre d'affaires, oui, de capacité, de distance, ce n'est pas des choses comparables. Pas du tout. Et là, tu parles de 1300 km de rails posés par rapport à quelques centaines. Ce n'est pas des choses comparables. On parle de 500 millions d'investissements par rapport à 23 milliards d'investissements. Ce n'est pas des choses qui sont comparables. Et là, l'État est très clair. Dès le début déjà, on est PCA, on est DGA, on suit l'exploitation, on s'assure que c'est bien exploité. Et après, la maintenance, tout est là suivi. Il y a les Guinéens, même des entreprises guinéennes qui ont des contrats de maintenance pour s'assurer que c'est fait comme on le souhaite. Et après, maintenant, ça nous revient à 100%. Et c'est pour cela, la qualité vraiment, on a pris les meilleurs experts du monde pour s'assurer que la qualité est là, parce que nous, on voit ces infrastructures au-delà de notre génération. C'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Le mot de la fin. Juste dire que le Transguinéen, il est là. Et Simandou est là. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité concrète. Et que sous la base de ce Simandou-là, le chef de l'État, avant même que l'argent ne commence à venir, a demandé qu'on fasse un plan d'utilisation des retombées financières de Simandou. Dans les autres projets miniers, l'argent vient, très bonne on ne anticipation. sait même pas qu'est-ce qu'on va faire, mais il a dit, ça là, si on ne peut pas bien l'exploiter et être capable de regarder nos enfants dans les jeux pour leur dire ce qu'on a fait, moi je préfère ne pas l'exploiter. Donc quand on a réussi à exploiter, on a vu que les contrats sont signés, la construction a commencé, il a dit, donc qu'est-ce qu'on va faire de ces rails-là? Qu'est-ce qu'on va faire des retombées économiques et financières de ces rails-là? Il a dit, OK, trouvez-moi un plan clair d'utilisation des retombées économiques. En temps normal, dans certains pays, c'est l'argent là comme ça qui tombe, quand ça surprend tout le monde, il n'y a pas eu de plan. Et puis, le niveau de vie se met à exploser. Mais non, on a fait le programme Simandou 2040, qui aussi comprend 122 méga-projets qui vont être financés en grande partie avec les ressources tirées de Simandou. Donc vraiment, il faut que les Guinéens sachent que nous sommes dans une dynamique avec une vision claire. On n'a pas le choix, il faut qu'on s'inscrive. Le train a sifflé. L'émergence de notre pays. Le train a sifflé. Il faut s'embarquer. Et on n'a pas le choix. Si on rate ça, on n'a pas le droit de rater ça. On n'a pas le droit de rater cela. Mamoudou Nanya Lembari, merci. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la compagnie du Transguinéen, que vous venez de nous expliquer comment la structure fonctionne. Merci à vous également, Alpha Omar Diallo. Merci aux techniciens. Ça n'est donc terminé pour cet autre numéro. On se reprendra avec un autre responsable au compte d'une autre émission. Merci et portez-vous bien.